Comment créer une vie à son image, une vie qui nous ressemble, qui nous fasse nous épanouir et nous sentir libres quand on est soignant en libéral? Bienvenue dans Soignant Entrepreneur, le podcast qui parle de la vie de soignant libéral et d'entrepreneuriat. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Soignant Entrepreneur. Cette semaine, on va parler peut-être un petit peu plus technique par rapport à d'habitude. Donc je t'invite vraiment à prendre de quoi noter si tu es chez toi. Si tu es en voiture ou dans les transports et que tu écoutes ce podcast, tu peux l'enregistrer, tu peux le mettre dans tes favoris pour y revenir plus tard et prendre des notes. Parce que cette semaine, je vais aborder avec toi 11 concepts de base que tout soignant doit connaître avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc on va parler de points techniques, mais en fait ces points-là, ce sont vraiment des fondamentaux, des cases que tu dois absolument cocher si tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat et d'avoir un projet qui soit viable. Donc je vais pas plus tarder que ça, je fais juste un petit aparté pour te dire que sur la fin de l'année 2024, j'organise un marathon des webinaires. Donc c'est-à-dire que je vais organiser plusieurs conférences sur les semaines à venir. Si tu veux avoir toutes les infos semaine par semaine avec la possibilité de t'inscrire au webinaire de la semaine, n'oublie pas de me suivre sur Instagram @empoweryourtime et tu recevras toutes les informations toutes les semaines dans mes stories pour pouvoir t'inscrire au webinaire. Le premier, c'est le dimanche 29 septembre à 18h et dans ce webinaire, on verra les 4 clés fondamentales pour une activité qui te permet de ne plus dépendre de ton cabinet uniquement pour vivre, que d'avoir une activité qui soit épanouissante, qui soit rentable en parallèle de ton cabinet libéral. Donc ça va être super intéressant et vous verrez que chaque semaine, alors il y aura des semaines avec des trous, ça sera pas tous les dimanches de manière tout à fait récurrente, mais quasiment toutes les semaines, il y aura un nouveau webinaire avec un nouveau sujet sur un thème en lien avec l'entrepreneuriat en tant que soignant libéral. Donc pour ne manquer aucune info, je te donne rendez-vous sur Instagram. Donc c'est parti pour les 11 concepts de base que tout soignant doit connaître avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Le premier concept, la première notion que tu dois avoir, que tu dois maîtriser et que tu dois appliquer, surtout si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est le fait d'avoir une vision. Alors une vision, qu'est-ce que c'est ? C'est d'avoir une idée claire de la vie que tu as envie de créer sur tous ces aspects. Donc personnel, professionnel, ça peut être relationnel aussi, vraiment sur tous les plans de ta vie, et c'est important de pas juste se focus sur le perso ou sur le pro, parce que tout est imbriqué en réalité, et d'avoir une vision long terme. C'est-à-dire que pour définir ta vision à plus court terme et donc tes objectifs à plus court terme, tu dois avoir une idée claire de ce que tu veux dans 5 ans, voire dans 10 ans. Moi, je te recommande à minima de travailler sur ta vision à 5 ans, de savoir ce que tu as envie de créer dans ta vie à 5 ans, pour ensuite pouvoir faire un peu comme un rétro-planning de plus en plus concret au fur et à mesure que tu te rapproches d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ta vision à 5 ans, ça ne veut pas dire forcément que c'est ton objectif, dans le sens où ça va pouvoir évoluer, dans le sens où on va se focaliser aussi beaucoup sur des ressentis. C'est important quand tu définis ta vision de savoir comment tu te sens, d'aller concrètement dans le déroulé de tes journées, qu'est-ce que tu fais, avec qui tu es, comment tu te sens, qu'est-ce que tu as atteint comme résultat dans ta vie, mais de manière assez globale. Ensuite, tu vas pouvoir, à partir de cette vision globale, la découper en sous-étapes, donc à 2 ans, à 3 ans, à 1 an, et à partir de ça, faire un plan d'action à 6 mois, à 3 mois et pour le mois à venir. Donc c'est vraiment très important cette vision-là, parce que c'est ce qui va te permettre derrière de te dire, ok, est-ce que les choix que je vais faire vont permettre d'atteindre cette vision-là, la vision de la vie que j'ai envie de mener à long terme. Encore une fois, en sachant que cette vision-là, c'est pas parce que tu la détermines aujourd'hui qu'elle peut pas évoluer dans les années qui arrivent, et ta vision à 5 ans aujourd'hui va peut-être évoluer dans 2 ans, tu verras pas la même chose. Mais ça va te donner au moins un guide, une lancée, un cap à tenir dans les choix que tu vas faire. Un peu dans le même ordre d'idée, le deuxième point que tu vas devoir connaître et que tu vas devoir travailler, c'est tes valeurs. Alors, les valeurs, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui est important pour toi. Et là, je te parle pas de ce que tout le monde a un peu envie de me dire spontanément, moi, c'est la famille, la justice, etc. Ça peut tout à fait faire partie de tes valeurs, mais la plupart du temps, quand on creuse, c'est pas vraiment ça qui ressort. En fait, les valeurs, c'est ce que ta vie montre
que tu mets de l'importance dessus. Qu'est-ce que tu as besoin de combler en ce moment pour être vraiment épanoui? Ça peut être plus de sérénité, plus de liberté, qu'elle soit temporelle, géographique, financière, plus de libre arbitre. Ça peut être plus d'apprentissage, de diversité dans ton quotidien. Tout ça, ça peut être des valeurs. Alors des valeurs, il en existe des centaines et il existe des manières de les trouver, de les définir qui sont un petit peu longues à expliquer. Et surtout longue à faire, mais voilà, que tu peux découvrir par toi-même si tu le souhaites. Et ça va être vraiment important de connaître ces valeurs parce que derrière, quand tu vas faire des choix, que ce soit pour ton business ou même pour ta vie personnelle, il va falloir que tu te demandes si tes choix vont venir nourrir tes valeurs. Par exemple, moi je sais qu'en valeur numéro 1, j'ai la liberté. À chaque fois que je dois faire un choix, prendre une décision pour mon entreprise et même en amont au moment où j'ai créé mon entreprise, où j'ai conçu mon entreprise, il fallait que je me demande si les choix que je faisais allaient vraiment être au service de ma liberté temporelle, géographique, financière, comme je le souhaitais. C'est-à-dire que si tu as la liberté en valeur numéro 1 et que tu choisis un business model dont on parlera ensuite, dans lequel ton temps de travail est 100% corrélé à ton revenu parce que voilà, tu dois faire des rendez-vous individuels, t'es payé à l'heure, etc., on comprend bien qu'il y a un souci. Donc, la vision et les valeurs, en fait, c'est deux choses qui vont vraiment te servir de GPS pour ensuite pouvoir faire des choix un peu plus techniques qui vont te permettre de savoir si les actions que tu vas mettre en place vont aller dans le sens de ce que tu as besoin de combler, de ce que tu as envie de créer dans ta vie personnelle, professionnelle et surtout dans ton état d'esprit, dans ton bien-être quotidien parce que des valeurs non comblées, ça va engendrer un mal-être et donc ce qu'on veut, c'est chercher à aller combler ce qu'on a besoin de combler pour se sentir mieux, pour se sentir épanoui dans sa vie. Le troisième concept que tu dois absolument connaître avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est le concept de zone de génie. Alors, on en a déjà parlé plusieurs fois dans ce podcast. Si tu as déjà téléchargé ma formation gratuite sur trouver ton idée d'offre, c'est quelque chose que tu connais. Mais la zone de génie, en gros, c'est le croisement entre ce que tu aimes et ce dans quoi tu es doué. Et ce concept, il est important à connaître et surtout, c'est important de déterminer ta zone de génie puisque tu vas créer une offre par la suite qui va se situer dans cette zone de génie pour pouvoir monétiser quelque chose. Au-delà du fait qu'il faut que le monde en ait besoin, il faut que ça te plaise et il faut que tu aies un minimum de compétences là-dedans. Moi, je mets toujours plus un point d'honneur sur le fait que ça te plaise plutôt que sur les compétences parce que si quelque chose te plaît, tu vas pouvoir derrière te former dedans et à l'inverse, tu peux être très doué dans quelque chose, si ça te plaît pas et ça va pas s'improviser. Donc c'est très important de comprendre quelle est ta zone de génie pour pouvoir derrière travailler sur les points qu'on va aborder juste après. Et en fait, quand tu es dans ta zone de génie, c'est le moment où tu vas te sentir aligné avec ce que tu fais. C'est le moment où tu vas kiffer ce que tu fais parce que non seulement tu te sens bon dans ce que tu es en train de faire, tu es performant et en plus c'est quelque chose que tu adores. Et l'un va venir nourrir l'autre. Et si tu as envie de créer une activité qui est vraiment épanouissante pour toi, on est d'accord que c'est important que ce que tu fais te plaise. Et quand tu es dans ta zone de génie, forcément comme tu es plus performant, tu peux aussi proposer une meilleure offre, une meilleure expertise et donc avoir plus de satisfaction et puis ça va dans un cercle vertueux d'avoir une activité qui va être épanouissante et qui va être aussi rentable pour toi. Le quatrième concept que tu dois connaître avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est la notion de problème dur. D-U-R. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est D pour douloureux, U pour urgent, R pour reconnu. Donc en fait, une fois que tu as ta zone de génie, tu vas vouloir trouver un problème dur à l'intérieur que ton offre viendra résoudre. Douloureux parce que si ta cible n'est pas gênée par ce problème, qui n'est pas douloureux pour elle, elle n'aura pas envie de le résoudre et donc pas envie d'acheter ton offre. Urgent parce que il faut que ta cible elle ait envie d'acheter ton offre maintenant et pas dans 6 mois et pas dans 1 an. Et reconnu parce que si la personne n'a pas conscience qu'elle a la problématique que tu résous, elle va pas forcément vouloir ton offre parce que elle n'a pas conscience que ton offre vient répondre à son problème. Attention, quand je parle de reconnu, la personne peut ne pas avoir conscience des causes de son problème tout en ayant conscience de sa douleur. Par exemple, une personne, je sais pas qui a des problèmes de santé causés, je sais pas, par du diabète,
Si elle a conscience qu'elle a des problèmes de santé, mais qu'elle n'a pas conscience que c'est son diabète qui lui cause ces problèmes de santé-là, elle va pas chercher à résoudre son diabète. Donc à cette personne-là, tu pourras pas lui vendre une solution pour résoudre le diabète puisqu'elle n'a pas conscience que c'est la cause de son problème. Ça veut pas dire qu'elle souffre pas, ça veut pas dire qu'elle n'a pas une douleur dont elle a conscience, mais elle n'a pas conscience de la raison. Donc en fait, ça va être aussi très important à prendre en compte dans ta communication, d'axer ton offre sur quelque chose dont les gens ont absolument conscience. Donc, c'est important vraiment cette notion de problématique douloureuse, urgente et reconnue. Le concept suivant, je sais plus à combien on en est, je crois que c'est le 5e que tu dois absolument connaître et comprendre, c'est la notion de business model. Le business model, c'est tout simplement le format que va prendre ton offre. Un abonnement, c'est un business model. Aller chez le boulanger, tu lui donnes 1 euro, il te donne une baguette, c'est un business model. En fait, c'est la manière dont tu vas faire rentrer de l'argent dans ton entreprise grâce à quel format. En gros, qu'est-ce que tu vas échanger en échange d'argent. Et pour ça, t'as plein d'options possibles. Tu peux t'inspirer de ce qui existe déjà, donc voilà, les abonnements, les formations, les coachings, la vente de produits physiques, numériques, etc. Mais tu peux aussi faire un mix des deux. Tu vas aussi pouvoir inventer quelque chose qui vraiment va venir correspondre à ce que tu vas apporter à ta cible. Pour ça, ça va être important de dire, ok, c'est quoi le résultat que j'ai envie d'apporter, de quels outils je vais avoir besoin pour l'apporter à ma cible, et dans le même temps, comment je peux faire en sorte que ces outils-là et ce business model-là viennent répondre à mes valeurs, donc notamment en termes de respect de ton temps, en efficacité, en rentabilité, etc. En fait, tu veux que ton business model ils te permettent d'apporter la transformation que tu vas promettre à tes clients en un minimum de temps de livraison pour toi, tout en étant vraiment efficace, en ayant vraiment des vrais résultats et en étant rentable. Il ne faut pas que ça te coûte plus cher que ce que ça t'apporte, et il ne faut pas non plus que ça te prenne des heures et des heures et des heures pour faire ton chiffre d'affaires. Parce que la livraison client, c'est une partie, un pourcentage de ton temps de travail, mais il y a énormément d'autres choses à faire à côté, notamment en termes de communication, de vente, etc., qui vont te prendre beaucoup de temps. Et donc, en fait, ta livraison client, grosso modo, sur une semaine, ça va représenter peut-être 10% de ton temps de travail. Donc, tu comprends bien que tu peux pas passer 40 heures par semaine sur ta livraison client, et donc ton business model va devoir respecter ça. La 6e notion, si je compte bien, que tu dois connaître, comprendre, appliquer, c'est celle de client cible. Alors, qu'est-ce que c'est un client cible ? C'est la personne type à qui tu vas adresser ton offre. Alors là, je te parle éventuellement de critères socio-démographiques, ça peut être un métier, un âge, une catégorie démographique, donc je sais pas, homme, femme, une tranche d'âge, j'en sais rien, les habitants d'un lieu en particulier, ça peut être ça aussi. Mais en fait, ça va être aussi et surtout comprendre vraiment qui est ta cible, quelles sont ses problématiques, quels sont ses désirs, quelles sont ses croyances, quelles sont ses peurs, qu'est-ce qui la freine aujourd'hui pour résoudre les problèmes que toi tu vas venir te proposer de résoudre avec ton offre. Et ça va être super important pour 2 choses, non seulement pour travailler ton offre, pour qu'elle réponde parfaitement à cette cible-là, et aussi pour pouvoir cibler ta communication derrière. Parce qu'on va pas vouloir s'adresser à tout le monde quand on va communiquer sur une offre, on va vouloir s'adresser à des personnes en particulier, à une cible qui va se reconnaître à 200% dans ce que vous proposez. On n'a pas envie d'aller vendre tout à tout le monde, on n'a pas envie de toucher tout le monde, on a envie de toucher des gens avec qui ça matche parfaitement. Donc pour ça, connaître ta cible, c'est important pour créer une offre qui réponde parfaitement à ses besoins, et aussi pour créer une communication qui va totalement parler à cette cible-là, et donc être beaucoup plus impactante, beaucoup plus efficace. La notion suivante à comprendre, c'est la notion de transformation. En fait, quand tu vas vendre ton offre, tu vas pas vouloir vendre un outil. Par exemple, si tu es formé en sophrologie, c'est ton outil, d'accord ? C'est ton outil pour amener les personnes d'un point A à un point B.
Mais toi, tu vas pas vendre tes capacités de sophrologue dans ton message. Tu vas vendre un résultat, un avant-après. Peut-être que grâce à la sophrologie, tu vas pouvoir résoudre l'anxiété. Peut-être que tu vas pouvoir résoudre les troubles du sommeil, dépasser des blocages, arrêter de fumer. Je sais pas tout ce qu'on est capable de faire avec la sophro, mais certainement beaucoup de choses. Et donc toi, ce que tu vas vendre, par exemple, si c'est résoudre tes problèmes de sommeil, ce que tu vas vendre, c'est je vais te permettre de passer de tu dors pas la nuit, t'es exténué, t'angoisses à cause de ça, tu passes des journées pourries, t'es de mauvaise humeur, à tu passes des bonnes nuits bien reposantes, t'es en forme, t'as plein d'énergie. La sophro, c'est l'outil qui va permettre de faire ça. Et en fait, ta communication ne va pas devoir tourner autour de tes outils, mais autour de la transformation que tes outils vont permettre. J'espère que c'est clair sur ce point-là parce que c'est vraiment hyper important de comprendre ça. Les gens n'achètent pas un outil, ils s'en foutent, ils achètent une transformation. Quelqu'un ne va pas acheter un marteau parce qu'il a trop envie d'avoir un marteau. Il va acheter un marteau parce qu'il a envie que son clou soit enfoncé dans le mur pour qu'il puisse poser son cadre qui le fait trop kiffer et qui le fait se sentir bien chez lui. Il va pas acheter le marteau parce qu'il a envie d'avoir le marteau. Donc, tu vas vendre une transformation précise, point A, point B, à une cible précise en fonction de ses problématiques, en fonction de ses besoins, en fonction de ce qui l'a fait rêver et de ce qui est douloureux pour elle aujourd'hui. Donc tu comprends qu'en fait, tous les points que je suis en train de t'énumérer depuis tout à l'heure, c'est dans un ordre logique des étapes qu'il va falloir cocher une par une et dont chaque étape va découler de la précédente. J'espère que ma formulation est claire. Ensuite, une autre notion qui va être importante à comprendre au moment où tu vas vouloir mettre un prix sur ton offre, c'est la notion de high ticket et la notion de low ticket. Alors, qu'est-ce que c'est le high ticket? Qu'est-ce que c'est le low ticket? En fait, c'est le haut et bas ticket d'entrée. En gros, c'est high ticket, c'est cher, low ticket, c'est pas cher. Enfin, si je devais le résumer. Mais c'est un peu plus complexe que ça. En fait, dans une offre high ticket, on va vouloir amener un niveau de prestation supérieur à celui qui va être espéré par ta cible. Par exemple, un palace, c'est un hôtel high ticket. C'est-à-dire que tu payes très cher ta nuit, mais t'as plein d'attention, t'as plein de petits détails, t'as plein de petites choses que t'attendais même pas. C'est ce qu'on appelle l'over-deliver en anglais, donc la surlivraison par rapport à ce qui était attendu. T'as plein de bonus. Par exemple, tu commandes un colis dans une marque un peu luxe, bah, tu vas avoir, une petite boîte de chocolat en cadeau ou un parfum, ou ce genre de choses. Le high ticket, c'est toujours apporter le plus, apporter le niveau de prestation supérieur. Et d'ailleurs, moi j'aime bien analyser comment fonctionne ce type de marque un peu luxe, même si c'est quand on n'a pas encore été à l'intérieur, j'imagine que c'est pas pareil que les gens qui y ont vraiment été, mais j'aime bien moi analyser un petit peu de ce que je vois, ce qui se passe, ou même quand je vais dans un bon resto ou dans un service où je me dis ah ouais là le niveau de service il est plutôt pas mal, d'analyser le truc de ok. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour faire avoir ce sentiment-là de waouh, c'était encore mieux que ce que j'espérais. Et une offre à ticket, c'est ça. C'est tu vas faire payer plutôt cher à tes clients, mais par rapport au prix que pourrait avoir une telle offre, mais tu vas faire encore mieux que ce qu'ils auraient pu espérer. Et tu vas leur apporter du coup une transformation beaucoup plus importante. Dans une offre à ticket, on vise une transformation importante. Et puis tu as les offres low ticket. Les offres low ticket, c'est moins cher. C'est par exemple, tu veux manger McDo. McDo, on est clairement sur du low ticket, c'est-à-dire c'est pas cher, tout le monde peut grosso modo se le payer, mais on est sur un niveau de qualité un peu moins élevé. Alors, ça veut pas dire que tu peux pas faire une offre low ticket qui soit extrêmement qualitative. Il y a des personnes qui font par exemple des formations en ligne extrêmement qualitatives à quelques dizaines d'euros, à moins de 100 euros ou même à 100, 200, 300 euros. On reste dans une offre low ticket à ce prix-là, selon le niveau de prestation apportée. On reste quand même dans du low ticket à ces prix-là. Ça veut pas dire que ça peut pas être extrêmement qualitatif. Mais il y a des inconvénients. C'est-à-dire que les personnes qui vont payer une offre low ticket vont y mettre moins de valeur. On est d'accord que si tu payes un truc à 50 euros, tu te dis au pire j'ai perdu 50 euros, et puis si au final t'as un peu la flemme de t'y mettre et que tu le fais pas trop, voilà. Et donc, tu vas avoir une transformation moins importante dans la vie, dans ta vie, si tu n'as pas appliqué. Ça peut être plein de valeur, le truc à 50 euros. Si tu l'as pas fait à fond, tu vas pas avoir de transformation dans ta vie. Alors que si tu as payé 5000 balles pour la même chose, là, clairement, tu vas te donner à fond parce que tu as envie de rentabiliser tes 5000 euros.
Donc le low ticket, ça a le désavantage pour les clients de peut-être moins s'impliquer et donc avoir un petit peu moins de résultats, sauf clients extrêmement motivés. Et pour toi, ça a l'inconvénient de devoir en vendre beaucoup plus pour le même chiffre d'affaires. Tu comprends bien que pour faire le même chiffre d'affaires, tu peux vendre soit 10 fois à 50 euros, soit une fois à 500 euros, soit 100 fois à 50 euros, soit une fois à 5000 euros. Donc c'est beaucoup plus facile de vendre une fois à 5000 euros que de vendre 100 fois à 50 euros. Parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, si c'est pas cher, ça se vend pas forcément mieux. Parce que les gens ils vont peut-être y mettre moins de valeur perçue. Donc voilà, c'est une notion qui est un petit peu complexe, le high ticket, le low ticket. Ça veut pas dire qu'il faut faire l'un ou l'autre. C'est juste qu'il faut avoir conscience des problématiques que peut poser le low ticket. Et comprendre que c'est pas forcément beaucoup plus facile à vendre et être ok avec ça et voir l'offre que tu as envie de proposer derrière et à quel prix. Un autre concept hyper important, donc qui est, si je compte bien, le 9e, c'est la notion de plan d'action. Bon, ça c'est forcément une notion, un mot que tu connais, un plan d'action, j'ai pas sorti ça de mon chapeau. Mais un plan d'action, ça va être quelque chose de super important à implémenter si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que tu vas devoir avoir un objectif long terme, moyen terme, court terme. Et en fonction de cet objectif, des résultats que tu veux avoir, tu vas devoir le découper en sous-objectifs. Et pour chaque sous-objectif, tu vas devoir définir les tâches à faire qui vont te donner un plan d'action pour atteindre les objectifs que tu veux. Donc c'est hyper corrélé à la notion de vision qu'on a vue au début. Pourquoi c'est important d'avoir un plan d'action ? Alors c'est important pour tout le monde, quel que soit ton objectif, mais là on est dans un cas de figure où tu es soignant libéral et tu veux entreprendre. Donc ton temps pour agir, il est limité parce que tu as déjà tes patients, tu as déjà ton cabinet, tu as déjà ta vie, donc tu n'as pas 40 heures par semaine à te consacrer sur ton projet. Donc c'est important d'avoir un plan d'action clair pour savoir exactement où tu vas, quelles étapes tu vas devoir franchir et aller droit au but pour les cocher et pas t'éparpiller dans tous les sens et donc être plus efficace. Et aussi savoir quelles sont les actions qui vont t'apporter le maximum de résultats en un minimum de temps, sur quoi tu vas devoir te focaliser pour un maximum de résultats. C'est super important de faire ce travail-là et pas juste d'y aller un petit peu à l'aveugle en mode « Ah tiens, aujourd'hui je vais faire ça, aujourd'hui je vais faire un post Instagram, tiens si je réfléchissais un peu à l'offre que j'ai envie de proposer ». Non, c'est important d'avoir une to-do list précise avec les actions ciblées qui vont t'apporter le maximum de résultats par rapport au temps passé dessus et de les mettre en place une par une. Là maintenant, on va passer dans une phase un peu plus technique vente. Je vais t'expliquer 2 notions en lien avec la vente que tu vas devoir apprendre à maîtriser et surtout à mettre en pratique si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. La première notion, c'est la notion de tunnel de vente. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens vont devoir passer par un parcours client avant de devenir justement client chez toi. Donc à la base, ces gens-là, pour toi, ce sont des inconnus. Tu vas vouloir faire passer ces inconnus au stade de prospect, c'est-à-dire de personnes potentiellement intéressées par ton offre, et du stade de prospect au stade de client. Donc en fait, ça va faire, on parle de tunnel parce que ça va faire un peu comme un entonnoir. Au début, il y a énormément de monde qui ne te connaissent pas, un petit peu qui vont apprendre à te connaître, et petit à petit, en fait, de moins en moins de personnes parmi la masse du début qui va apprendre d'abord à te faire confiance, à te connaître, à s'intéresser à ta solution. Et parmi ces personnes-là, il y en a un petit nombre qui vont acheter. Donc il faut visualiser ça un petit peu comme un entonnoir. Et donc il va falloir comprendre que pour chacune de ces étapes, il y a des outils techniques, par exemple la création de contenu, Instagram, podcast, chaîne YouTube, publicité, ce que tu veux, pour faire passer les personnes d'une étape à l'autre. Donc il y a les outils techniques et puis il y a aussi les outils stratégiques, les outils marketing. Quels sont les mécanismes psychologiques sur lesquels tu vas devoir appuyer pour faire passer une personne d'un stade à un autre et la faire progressivement descendre dans ton entonnoir pour qu'elle ait de plus en plus confiance en toi, en ce que tu proposes, qu'elle comprenne que ta solution c'est la bonne pour elle maintenant et qu'elle finisse par acheter chez toi et devenir ton client. Et cette notion de tunnel de vente, elle est corrélée avec la dernière notion que je vais t'expliquer aujourd'hui, le 11e concept que tu dois connaître avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est la notion de frein à l'achat. En fait, une personne, avant qu'elle sorte sa carte bleue chez toi, il faut énormément de... Alors, j'avais envie de dire de temps, pas forcément, mais il faut beaucoup de choses, du moins, pour lui donner confiance. Et d'autant plus que ton prix sera élevé. Ça ne veut pas dire que je t'encourage pas forcément à mettre des prix élevés. Mais du coup, tu vas devoir comprendre qu'est-ce qui pourrait bloquer ta cible à acheter chez toi. Par exemple, un frein à l'achat, ça peut être le manque d'urgence perçue. Ok, ça m'intéresse ce qu'elle fait, mais pas maintenant. Et donc,
Tout ça, tous ces points-là, tu vas devoir les anticiper dans ton marketing. Tu vas devoir avoir du contenu, dans ton parcours client, dans ton tunnel de vente, qui va permettre aux personnes de se dire « Ah oui, en fait, c'est peut-être plus urgent, que ce que je pensais. Et donc, je vais vouloir passer à l'action maintenant. » Et donc, des freins à l'achat, il y en a plein. Ça peut être la peur de manquer de soutien, ça peut être le fait de se dire mais est-ce que j'en ai vraiment besoin, ou de pas avoir conscience que ta solution est forcément adaptée pour eux. Et tout ça, c'est des choses que tu vas devoir démonter une par une dans ton marketing pour lever un maximum de freins à l'achat. Et si tu arrives à une phase de vente, ou peut-être, alors selon ton prix, parce que si c'est quelque chose de pas très cher que tu proposes, tu peux tout à fait le vendre sur page de vente simple, sans contact direct avec la personne. Mais dès que tu commences à monter un petit peu en tarif, tu vas devoir avoir des échanges avec la personne, que ce soit par message, par vocaux, par mail ou par appel téléphonique ou visio. Et c'est dans ces moments-là que tu vas devoir lever les derniers freins à l'achat. Donc si tu veux vraiment pouvoir permettre aux personnes de se dire ok c'est bon, je fonce, c'est maintenant, c'est avec cette personne que j'ai envie de travailler, et bien tu vas devoir comprendre quels sont les potentiels freins à l'achat de la personne et les faire sauter un par un dans ton contenu et dans ta relation de vente avec la personne. Alors, il y a les freins à l'achat qui sont généraux chez tout le monde, dont je t'ai un petit peu parlé, et puis il y aura aussi ceux qui sont spécifiques à ta cible, que tu apprendras à connaître avec l'usage et en fonction de ta cible. Donc je sais que tout ça, ça peut faire un petit peu flipper, qu'il y a beaucoup de notions un petit peu techniques, mais je te rassure, ça s'apprend. Moi, je suis pas née en sachant ça, je l'ai appris avec des formations, j'ai dépensé, même investi, je préfère le terme d'investir parce que c'est un investissement qui m'a apporté un retour. D'ailleurs, j'avais fait un épisode de podcast là-dessus, il me semble que c'est le 14. Donc j'ai investi énormément pour apprendre toutes ces notions-là, pour apprendre à les maîtriser, et aujourd'hui c'est celle que je transmets aussi aux membres de mon accompagnement. Donc je te rassure, ça s'apprend, faut se former pour maîtriser toutes ces notions-là, mais ça te donne un petit aperçu de concepts, vraiment les concepts les plus basiques que tu dois connaître. Alors il y en a évidemment plein d'autres, je pourrais d'ailleurs faire un épisode 2 à ce sujet-là si jamais je vois qu'il vous plaît, avec 11 autres concepts ou un autre chiffre, mais avec d'autres concepts que tu dois connaître avant de te lancer dans l'entrepreneuriat. Mais cela, c'est ce qui me paraissait le plus important à te raconter aujourd'hui. Donc j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, tu peux le noter avec 5 étoiles, me laisser un petit commentaire, m'envoyer un petit message pour me le dire. Et tu peux aussi le partager à d'autres soignants qui ont envie d'entreprendre. Ça m'aide à faire connaître le podcast et à le référencer aussi. Je te rappelle que donc d'ici la fin de l'année, j'organise plusieurs webinaires sur plein de sujets différents autour des soignants et de l'entrepreneuriat. Je t'invite à me rejoindre sur Instagram, je poste les informations en story régulièrement. Tu trouveras dans la description du podcast le lien de mon Insta et les autres liens utiles qui pourraient t'intéresser et sur lesquels tu trouveras plein d'informations. Et si tu es inscrit à ma liste email, sache que tu recevras aussi chaque semaine les invitations au webinaire de la semaine. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'a plu, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à vendredi prochain.